Mesdames, Messieurs, bonjour, merci de nous retrouver en 2021. Bienvenue au D12 de Pyramide FM. Nous animons notre première mission de l'année. Je voudrais vous souhaiter mes vœux les meilleurs en ce début d'année, mais en même temps, je me pose cette question, que valent en réalité les vœux? Il y a un an, nous nous sommes pliés à cette tradition en nous souhaitant une bonne et heureuse année. Au final, du point de vue des hommes, l'année n'a pas été bonne ni heureuse. Elle a même été catastrophique, tant les pleurs, les gémissements et autres souffrances ont pris les dessus sur les plaisirs de la vie, les envies et autres ambitions des uns et des autres. Pour autant, devons-nous nous priver de nous souhaiter les vœux les meilleurs de santé, de paix, de progrès et de bonheur en partage pour les Togolais, qu'ils soient au pays ou ailleurs dans le monde. 2020, dans le monde, avait donc un visage unique. 2021 portera-t-il le même masque? En vérité, les masques ont toujours permis aux hommes de se dissimuler, de se prémunir contre toute agression maladive. Les masques étaient à l'avant-garde de l'année de la pandémie. La Covid-19 vit-elle ces derniers mois? Depuis quelques semaines, en effet, c'est en bout battant que le vaccin anti-Covid s'est positionné à la une dans les médias occidentaux et du monde, un peu à l'opposé de la relative indifférence de son apparition par la lointaine Chine. À l'heure du bilan de l'année qui vient de finir, les effets de la Covid ont tout impacté. Les bilans sont nettement pâles. Économie, culture, politique et sport ont eu du mal à tirer leur épingle du jeu. D'ailleurs, le sport et les jeux ont pris la sanction du huis clos. Dans un pays comme le Togo, les sportifs n'ont même pas cette bienheureuse sanction. Ballons, vélos, raquettes et autres kimonos restent bien enfermés dans les magasins. Les politiques aussi, c'est timidement qu'ils donnent de la voix au lendemain d'une année électorale. Quelles vont être les priorités des hommes du pouvoir et ceux des gens de l'opposition? Réunis cette semaine à Lomé, les ministres ont montré leur intérêt pour divers secteurs, notamment celui des enseignants, mais aussi celui de la Cour des comptes ou encore le secteur global de la paix et de la sécurité dans l'espace CEDEAO. En vérité, il existe une relation entre la paix et les systèmes politiques dans les différents pays de la sous-région. Pour beaucoup, le mode de gouvernance démocratique en Afrique de l'Ouest a vécu. Bien au-delà de la sous-région, les interrogations reviennent avec insistance sur l'avenir du système démocratique défini comme étant le pouvoir du peuple par le peuple pour le peuple. Au pays du président Abraham Lincoln, la profanation du Capitole par des manifestants américains cette semaine a fait couler beaucoup d'encre et de salive. La Grande Amérique s'est essayée aux ambitions d'un homme fort. Les frasques de Donald Trump dans la peau d'un timonier national ou d'un guide éclairé se sont heurtées aux fondations en béton armé des institutions. Quelle leçon pour le monde! La presse continue d'en parler. La presse togolaise n'est pas du reste. Certains de ces titres sont sur la sellette. Indépendant Express et son directeur convoqués demain à la justice, Ferdinand Haïté et Alternative, ont vu leur nouvelle convocation surprise retirée. Nathaniel Olympio, président du Parti des Togolais, notre invité, le tout premier de l'année. Nathaniel Olympio, bonjour. Bonjour. L'émission D12 de ce jour est mise en onde par Romaric Freitas. Nos numéros sont 96 50 34 37 et puis 70 43 09 70. C'est la toute première émission de l'année, je le disais tantôt. Quel est votre mot à l'entame de cette émission, Monsieur le Président? Je pense que l'année 2020 fait partie de ces années que l'humanité cherche à oublier rapidement. C'est vrai que il y a 20 ans, quand on parlait du passage à l'an 2000, ça avait créé tout un émoi. Et en 2001 également, il y a eu les tragédies du World Trade Center. Tout cela avait également marqué. Mais 2020 a la particularité d'avoir touché le citoyen ordinaire aux quatre coins du globe et bouleverser nos certitudes, remettre en question les acquis, modifier, métamorphoser nos liens sociaux et nos relations humaines, et mettre à terre les économies comme n'avaient jamais pu le faire les chocs pétroliers ou même la bourse qui s'est effondrée, les chocs financiers. Tout cela n'avait jamais produit autant d'effets, autant de conséquences sur l'économie réelle. Et oui, la pandémie de cette année passée a montré la fragilité de notre société, a montré le secteur
de la santé dans nos pays complètement inaptes à affronter ce type de pandémie. Les pays occidentaux ont connu des débordements qui n'ont pas eu l'habitude, qui n'ont pas l'habitude d'affronter généralement. Et donc tout cela doit nous ramener aux fondamentaux. Et les fondamentaux sont aujourd'hui menacés parce que à l'aune de cette pandémie également, on a vu un contrôle renforcé sur le citoyen. On a vu des états d'urgence instaurés ici et là. Et la surveillance de la population s'est accrue. Internet, qui était l'espace de liberté, eh bien, on voit son potentiel contrôlé. Il y a des lois qui sont prises pour réduire cette liberté-là. En fait, c'est George Orwell qui vient dans notre quotidien et en sortant un peu de la dimension fictive. Nous sommes dans une société en pleine métamorphose et nous voyons également l'impact ou la capacité de groupes privés qui ont une influence importante sur les décisions des États. Et tout cela nous interroge sur la démocratie. Est-ce qu'il y a une mutation qui s'opère aujourd'hui dans le monde où le pouvoir se dilue, sort un peu des mains des États et des élus pour être partagé avec des puissances financières qui n'ont pas bénéficié d'élections, mais qui sont cooptées du fait de leur puissance financière. Tout cela, ce sont des réflexions qui doivent nous amener à comprendre les mutations que nous vivons, et je pense que les générations actuelles ont cette expérience-là en commun. Vous avez quand même fait carrément un bilan de l'année qui est en train de finir, et c'est vrai que c'est une tradition pour un certain nombre de leaders de s'adresser à leur peuple, de faire le bilan de l'année. Le chef de l'État du Togo l'a fait, mais de plus en plus de leaders politiques togolais le font également. Est-ce que pour autant les adresses du premier responsable politique du pays, et cette adresse-là sont entamées, et par exemple celle de Faure Gnassingbé? Entamées dans le sens où on ne prête plus autant d'attention qu'on y prêtait avant. Non, je crois que c'est un exercice qui est devenu une pratique courante. Et c'est vrai que cette année, le chef de l'État togolais a souscrit à cette pratique à la date indiquée. Je pense que c'est tout à son honneur. On n'avait plus été habitué à cela depuis ces dernières années. Donc, c'est à souligner. Mais ma foi, le contenu, je dois dire que je n'ai pas été très enthousiasmé parce que j'ai eu comme l'impression, j'ai eu vraiment la nette impression, parce que j'ai suivi ce discours avec beaucoup d'attention, j'ai eu la nette impression que le chef de l'État a pris les discours de ces 2-3 dernières années et a concocté quelque chose de similaire, en dehors de la seule nouveauté qui est la question de la pandémie de la COVID-19. Et donc, je crois que les thèmes abordés par le chef de l'État, par exemple, sur la question de cette pandémie, eh bien, cette pandémie, je pense que ça devrait ramener le chef de l'État à prendre conscience de l'état catastrophique de notre système sanitaire. Et tout le monde l'a toujours dénoncé, les organisations les syndicats du personnel de la santé ont toujours mis en lumière les défaillances de notre système. Mais je ne suis pas certain, en tout cas, je n'ai pas encore vu des actes posés dans ce sens-là véritablement pour une prise en charge de l'amélioration de notre système de santé en termes de formation du personnel, en termes d'équipement, parce que l'urgence aurait amené à prendre des décisions rapides
du fait d'ailleurs de l'urgence sanitaire qui a été instaurée, pour équiper, pour doter les plateaux techniques d'équipements modernes. Ben, est-ce qu'il n'y a pas un début, par exemple? Est-ce qu'il n'y a pas un début au niveau du CHR de Kégué? Ouais, bon, on a fait de la peinture, c'est vrai, parce que c'était une honte pour le Togo d'avoir mis ce centre comme centre de référence du traitement de cette pandémie. C'était une honte, donc on a vite caché ce qui piquait les yeux. Mais il faut aller au-delà de ça. C'est pas cela qu'on attend de notre État. Le chef de l'État a parlé également, côté politique, de cette élection qui s'est produite, et a félicité les organisateurs. Et cela, ça m'a particulièrement choqué parce que voilà une élection où la grande majorité des électeurs considèrent que M. Aguillaume Kodio a gagné. Et ce monsieur est poursuivi par la justice, est mis en examen, est prêt à être mis en prison, il a dû s'exiler. Et les gens qui l'ont accompagné dans cette expérience électorale sont jetés en prison. Et derrière ça, le chef de l'État se satisfait d'une bonne organisation. Je trouve que c'est cynique, cela. Dans le discours, j'ai noté, et ça c'était une bonne chose, d'avoir encouragé et félicité le personnel soignant qui a fait face à cette situation de pandémie. Il a également félicité les forces de sécurité et de défense, d'ailleurs à 2 reprises dans le texte. Très bien, mais j'ai été déçu de n'avoir pas entendu cette même attention à l'égard des enseignants. Parce que les enseignants produisent un effort considérable, surtout dans cette période de pandémie. J'ai été malheureux pour les enseignants qu'il n'y ait pas eu une attention à leur égard. Et je ne peux pas ne pas parler également du programme Novici que le chef de l'État a souligné et mis en évidence comme une action très forte menée pour accompagner ceux qui sont faibles financièrement pendant cette pandémie. Eh bien, moi, ce que je souhaiterais que l'on fasse, c'est qu'on nous dise, en dehors des chiffres sur les montants qui ont été distribués, qu'on nous fasse l'état du nombre de personnes qui ont bénéficié de ce programme. Je n'en ai jamais entendu parler. Combien de personnes ont bénéficié du programme Novici? D'après les estimations que nous avons, il y a à peine le tiers des bénéficiaires, de ceux qui ont droit à ce type d'accompagnement, à peine le tiers qui en a eu le bénéfice effectif. Donc, je ne peux pas considérer que ce soit une grande réussite pour cette population en difficulté. Quand vous évoquez le discours du chef de l'État, vous avez fait cas de l'absence d'adresse ou de félicitations vis-à-vis du corps enseignant. Je rappelle que cette semaine, en Conseil des ministres, la situation spécifique des enseignants a été évoquée et des dispositions sont en train d'être prises pour, redérouler le blason d'un corps et qui est connu pour être en difficulté dans notre pays. Est-ce que là aussi, c'est pas une bonne chose que par la suite, il y a eu le discours, oui, mais cette semaine, en Conseil des ministres, on a évoqué la situation spécifique des enseignants. Moi, je veux bien que l'on parle, que l'on évoque les situations de ce type au Conseil des ministres. Je dois simplement vous rappeler que ce n'est pas la première fois que ça a été évoqué en Conseil des ministres. Et ni 2 fois, ni 3 fois. On l'a fait à maintes reprises. Depuis des années, des promesses ont été faites, des engagements ont été pris. Mais au final, dans la pratique, dans la réalisation, on est toujours très loin du compte. Donc, ma foi, je suis sceptique sur tout ça parce qu'on ne nous a pas habitués au respect des promesses qui sont faites aux travailleurs. Je reviendrai également dans le discours du chef de l'État sur un aspect particulier où il a indiqué son humilité à accepter les responsabilités qu'on venait de lui confier. Le terme humilité m'a interpellé parce que j'estime justement que le chef de l'État ne fait pas suffisamment preuve d'humilité à l'égard de son peuple. Ce que moi je souhaiterais vivement, vraiment que j'insiste là-dessus, et je m'adresse au chef de l'État pour ça, que cette année 2021, il puisse, ne fût-ce qu'une seule fois, depuis qu'il est chef d'État, ça fait maintenant la 16e année, qu'il puisse réunir la presse togolaise
et s'adresser à elle, et à travers elle, au peuple togolais. Cela n'a jamais été fait. C'est cela l'humilité que j'attends de la part du chef de l'État. Mais en fait, en s'adressant par l'entremise des médias officiels, est-ce qu'il ne fait pas déjà ce que vous Qu'est-ce que dites vous là? appelez par l'entremise des médias officiels? Le chef de l'État n'a jamais fait de conférence de presse au Togo. Jamais. En plus de 15 ans. Ce n'est pas... Je pense que ce sont des pratiques qui sont de nature à donner à la population cette proximité et cette humilité qu'il a évoquée. Moi, je voudrais qu'il l'exprime de manière concrète et non simplement à le dire. Les mots n'ont véritablement de sens que l'action qui les accompagne. Et je voudrais que l'action accompagne ces mots-là. Vous avez appelé donc à une évolution dans la communication gouvernementale. Mais quand on jette un regard sur cette communication, on note quand même une certaine évolution depuis la nomination du Premier ministre, de la nouvelle Première ministre. On sent aujourd'hui qu'il y a de plus en plus de faits liés au gouvernement qui sont mis à la disposition de la presse et par ricochet de la population. Vous êtes au courant, hein? Moi, je pense que l'action gouvernementale doit être frappée de transparence. Et ce n'est pas le cas au Togo. Vous, journalistes qui voulez rechercher une information, c'est la croix et la bannière. Le citoyen ordinaire qui veut avoir accès à une information, c'est la croix et la bannière. Oui, il y a de la communication. Oui, la communication pour polir l'image, pour faire bien, mais il faut aller au-delà de simplement communiquer. Il faut donner accès à l'information, à la vraie information, à l'information pertinente, à l'information qui permet de faire des analyses, qui permet de porter des jugements sur les actions qui sont posées. Oui, ça, il y a encore énormément de choses à faire. La transparence dans l'action gouvernementale, ce n'est pas aujourd'hui la chose la mieux partagée au sein de ce gouvernement. Quand vous évoquez la question de la presse, vous êtes là pour évoquer la situation du Togo et sans doute d'ailleurs dans le monde. Vous êtes au D12. C'est pas la première fois que nous vous invitons ici. Je voudrais quand même vous féliciter, vous remercier de nous faire cet honneur chaque fois que nous vous invitons parce que ce n'est pas le cas de tous les acteurs politiques togolais. Mais comprenez-vous pourquoi certains hésitent à venir dans les médias? Bon, écoutez, je ne sais pas pourquoi les gens ne s'expriment pas. Peut-être que c'est la marque du gouvernement qui s'exprime également. Et il faut dire que tout le monde n'a pas nécessairement envie d'utiliser les mêmes canaux. Certains préfèrent faire des communiqués ou faire des meetings ou aller par le truchement d'autres axes de communication. Mais je pense que quand on est un acteur public, c'est un devoir d'adresser sa pensée et ses réflexions, de les partager avec la population pour laquelle on est supposé agir. Et ne pas le faire, ben, ma foi, la population appréciera. Est-ce que vous vous plaisez en étant avec nous ici? J'ai plaisir à partager avec les auditeurs mes convictions, mes analyses, l'objet de mon combat et mes ambitions pour le Togo et pour les Togolais. Oui, c'est avec plaisir que je me soumets à cet exercice-là. Quand on évoque la presse ces derniers jours, c'est pas Pyramide FM qu'on évoque, mais on évoque de plus en plus un certain nombre de journaux de la presse écrite, notamment le journal indépendant Express. Sans doute que vous suivez cette actualité avec au cœur Carlos Ketou, qui est le directeur de publication de ce journal, mais également les cuillères en or. Et vous avez suivi sans doute ce dossier qui n'est pas près de finir puisque notre confrère a été de nouveau convoqué pour ce lundi. Comment est-ce que vous vivez cette actualité-là? Est-ce qu'elle vous dérange? Si vous posez la question, c'est que certainement vous avez noté que ça a dû déranger des gens. Moi, j'en ai honte, simplement. J'en ai honte que ce type de choses puisse encore se produire dans notre pays au XXIe siècle. Et traité de cette façon-là. Mais au-delà de, je dirais, l'anecdote liée à cet événement précis,
Ce qui m'interpelle, moi, c'est plutôt la manière dont les pouvoirs publics traitent la presse et les médias de manière générale dans notre pays. Et ça, c'est une chose préoccupante parce que les Togolais se sont battus depuis quelques décennies, 3 décennies, pour améliorer le cadre d'expression, pour améliorer un certain nombre de libertés et de droits fondamentaux. Tout cela, nous avons aujourd'hui une période, une époque où on connaît un recul de tout cela. On connaît un recul de la démocratie, on connaît un recul des libertés publiques, et les assauts répétés que l'on observe sur les médias, tout cela tend à montrer qu'on veut museler la presse, qu'on veut empêcher de porter des critiques ou de faire sortir les travers de la République, parce que dans la République, il y a des choses qui sentent mauvais, et il faut bien que quelqu'un fasse le travail pour faire remonter tout ça au vu et au su de la population. Et visiblement, ça dérange ce pouvoir, et on voit que ça les dérange tellement qu'ils posent des actes, peut-être pas, dont ils ne mesurent pas toujours la portée, et le remède qu'ils essaient de mettre en place finit par produire plus de mal que ce qu'ils cherchent à soigner. Donc, le dernier en date, avec la convocation de Ferdinand Ité, dans l'après-midi et dans la soirée, on annule tout ça. Ça fait, je dirais, par ailleurs, vous savez, les forces de sécurité, les forces de défense togolaises ont une bonne réputation à l'extérieur, mais quand on les voit agir à l'intérieur du pays, c'est déshonorant. Moi, je ne peux pas comprendre qu'un service de cette importance qu'un service de renseignement prenne la décision, certainement mûrement réfléchie, parce que ça ne se fait pas en claquant les doigts, mûrement réfléchie, de convoquer un directeur de publication et par la suite d'annuler sans que l'on sache pourquoi on l'a convoqué, pourquoi on a annulé, quelles sont les décisions qui ont été prises. Est-ce qu'il y a des centres de décision qui sont éparpillés dans la République? Je m'interroge. Vous avez dit tantôt que vous avez honte quant à ce qui concerne le dossier indépendant Express. Vous avez honte parce que on a révélé que des cuillères ont été volées par des personnalités ou que le journaliste, par exemple, soit interpellé de façon manu militari par des gens en uniforme. Qu'est-ce qui vous a fait le plus honte dans cette histoire? Je crois que toute cette histoire ne donne pas une bonne image de notre pays. Ça ne donne pas une image de notre pays. Je parle de la publication qui a été faite. Je parle de la manière dont les pouvoirs publics ont traité ce sujet. Et le journaliste a été convoqué pour le lendemain. La nuit, on va le cueillir chez lui dans des conditions exécrables. Et tout cela ne montre pas qu'on a de l'égard pour le citoyen togolais. Ça ne montre pas qu'on a un respect pour la loi, parce que la loi ne dit pas cela. On ne convoque pas quelqu'un pour une date donnée et qu'on aille le prendre dans la nuit chez lui. La loi ne dit pas cela. Et que le journaliste également vienne faire un démenti de cette façon-là. Tout cela, ça n'est pas propre. Oui, c'est vrai qu'il y a eu ce rétropédalage et ce n'est pas le Togo, c'est ce qu'on peut retenir de ce que Indépendant Express a pu finalement sortir. Et vous nous racontez que ce n'est pas la première fois que de telles situations se produisent au niveau des États. Vous nous racontez l'anecdote de la famille Ceausescu de la Roumanie. Est-ce que vous voudrez bien la reprendre, cette anecdote? Oh, je pense que on a lu beaucoup de choses sur cela dans le passé. Mais je pense que ce qui est important, ce n'est pas tant les anecdotes que la manière dont l'État traite ces sujets-là. C'est ça qui est plus important. La manière dont on peut traiter. Vous savez, il y a une maladie qu'on appelle la kleptomanie. Hein. C'est une maladie. Et donc ça peut arriver à tout le monde. Mais si d'aventure ces choses se produisaient, eh bien, la manière dont on prend cela en charge pour le gérer, pour le traiter de manière à ce que ça se fasse dans la dignité, c'est ça qui est le plus important que la maladie d'une personne éventuellement.
Et ça, l'État togolais, en l'occurrence, a failli. La famille Ceausescu qui a volé des cuillères en or auprès de la reine d'Angleterre, et c'est ce que vous nous racontez, cette famille souffrirait sans doute de cette maladie. Je n'en sais rien. Puisque vous n'avez pas raconté cette anecdote, vous n'avez pas voulu la reprendre. Ouais, sans doute que certains ne sont pas parfaits. Que ce n'est pas la première fois que de telles situations se produisent dans le monde. Mais vous savez, le cœur du pouvoir est nourri par les êtres humains, avec leurs travers et avec leurs faiblesses, avec leur potentiel également. Donc, oui, bon, votre émission n'est pas pour les potins et pour les choses comme ça. Donc, je suis sûr que vous avez des sujets qui intéressent beaucoup plus les auditeurs. Il faut dire que dans le dessus de la presse au Togo, depuis quelques mois, on entend un nom et ça commence pas, et fait beaucoup, ça commence pas à amener des citoyens à se poser des questions. Quand on évoque le SCRIC, et beaucoup se demandent qu'est-ce que le SCRIC vient chercher de plus en plus dans les dossiers de la presse. Est-ce que vous, par exemple, en étant de l'extérieur, vous avez des indications qui forcent, par exemple, ce service à intervenir dans les dossiers qui entachent d'une certaine mesure ou qui concernent la presse togolaise? Quand vous dites de l'extérieur, par rapport à quoi? Quand vous n'êtes pas journaliste. Ok, très bien. Et nous avons, c'est vrai, une mauvaise pratique dans notre pays. C'est un peu le mélange des genres, où tout le monde s'implique dans tout. Et je pense que les premiers responsables, ce sont les autorités politiques qui ont pris l'habitude de faire intervenir les services dont la responsabilité ne couvre pas un domaine, mais on les fait intervenir là-dedans, si bien qu'aujourd'hui, chacun va activer la force dont il dispose dans le service approprié et va faire agir, intervenir dans des dossiers qui ne relèvent pas de leurs compétences. Ce n'est pas la première fois. Et tant que les premiers responsables ne vont pas y mettre de l'ordre, tout cela devient des abus de pouvoir, ça devient aussi quelque part une façon d'affirmer son influence au sein de la République et c'est malsain. Et les résultats que ça produit ne sont jamais de bons résultats parce que des forces intérieures au service finissent par s'affronter. Et je pense que c'est ce qui se passe ou c'est ce qui s'est passé avec le cas de la convocation de Ferdinand Haïté. Il y a visiblement ordre et contre-ordre et cela ne peut pas venir de la même personne. Et forcément que d'autres forces sont intervenues et ont changé les décisions. Donc ça fait une approximation qui n'honore pas les services concernés. Est-ce que l'intention c'est d'intimider la presse togolaise? Si on sait que depuis 30 ans, cette presse togolaise cessait à accompagner le processus démocratique au Togo. Le régime togolais s'efforce de casser méthodiquement toutes les poches de résistance, que ce soit l'opposition politique, que ce soit la société civile, que ce soit les médias. Eh bien, il y a une démarche, je dirais, organisée, pensée, mise en œuvre pour casser toutes les poches de résistance, tout ce qui s'oppose d'une manière ou d'une autre ou qui met à nu les travers de la République, eh bien, on s'y attaque. Et ce n'est même pas une bonne chose pour le pouvoir en place, parce que à force de ne plus avoir des gens qui mettent en relief ce qui est mal fait, eh bien, vous allez vous complaire dans ce qui est mal fait et vous allez finalement laisser pour compte la population que vous êtes supposé porter vers des lendemains meilleurs. On ne peut pas continuer comme ça. Et le gouvernement togolais a trop cette habitude d'user de la force pour régler les choses les plus banales et de prendre le marteau pour tuer la mouche. Et ce n'est plus ce qu'on attend de nos gouvernants en 2021. Nous sommes vraiment en 2021 et en 2020, à la fin de l'année, vous aviez dit quelque chose qui sans doute peut continuer par être débattu. Vous avez eu l'impression à un moment donné que le Togo est en train de faire de la reculade. On retourne aux années de plomb. Vous parlez de pratique des années de parti unique. Alors qu'on sait, nous sommes en 2021, nous sommes de plus en plus vers la modernité, avec un président qui n'est pas trop âgé, avec une femme qui est Premier ministre, avec une femme qui est présidente de l'Assemblée nationale.
le Togo, en réalité, doit être un modèle. Oui, vous avez oublié aussi d'ajouter avec une femme politique qui est jetée en prison, avec un homme politique qui est poussé à l'exil, avec des prisonniers politiques, plus d'une centaine aujourd'hui. Oui, ça aussi c'est la réalité qu'il faut souligner. Et quand je parle de recul, ben, c'est qu'il y avait eu des acquis depuis 90 et ces acquis, on est en train de les démanteler méthodiquement. C'est le cas de la presse. La presse avait quand même cette possibilité de s'exprimer. Aujourd'hui, on pousse la presse à l'autocensure parce qu'on l'effraie, on essaie de l'intimider, on ferme des organes de presse, des radios, la liste elle est longue. Eh bien, on veut que la presse se contente d'applaudir comme les animateurs, les animatrices des années 70. Oui, il y a véritablement une reculade avec le chef de l'État qui s'est battu, et qui a tout fait pour effectuer un troisième mandat, qui a modifié la Constitution pour faire un quatrième mandat, et en se promettant un cinquième mandat également. On ne peut pas appeler ça... Non, il s'est promis un cinquième mandat? On ne peut pas... Non, mais en fait, je veux savoir. Mais bien sûr, puisqu'ils disent que c'est son premier mandat qu'il est en train de faire dans la nouvelle Constitution. Donc il se promet un cinquième mandat. Vous n'êtes pas au courant? Non, mais en fait, c'est la lecture que vous faites. Peut-être que après... Ce n'est pas la lecture. Ils ont crié haut et fort qu'ils ont mis leur compteur à zéro. Donc je ne fais que répéter ce qu'ils ont dit. D'accord? C'est ça leur intention. Il faut que les gens le sachent. Donc, avec tout ça, vous ne pouvez pas me dire que nous sommes dans un État moderne. Un État moderne, eh bien, on ne traite pas la presse comme ça. Les forces de sécurité ne traitent pas les hommes politiques comme ça. La justice ne pourchasse pas les acteurs politiques de cette manière-là. Nous ne sommes pas dans un État moderne. Vous voulez dire qu'on pousse les journalistes aujourd'hui à l'autocensure alors? Bien sûr, c'est ce que je dis et je le répète. S'il y a de l'autocensure, ça veut dire que la démocratie est en danger. Nous allons évoquer la démocratie et évoquer le temps de cette démocratie qu'est les États-Unis. Cette semaine, on a vu des images incroyables venant des États-Unis. Je ne sais pas si, de mémoire d'homme, il y a eu déjà de telles scènes qui se sont produites au Capitole avec des partisans d'un président sortant envahi. Et là où se décident, où se font les tests de cette République, c'est cité en exemple. Comment vous avez vécu ça? Ben, la première leçon que j'en ai tirée, c'est que la démocratie, c'est une lutte permanente. Il n'y a jamais d'acquis définitif. Jamais d'acquis définitif. Parce que, et c'est ce que disait feu le président Rawlings, que même si le diable venait à prendre les rênes de l'État, parlant du Ghana, et qu'il ne soit pas en mesure de faire ce qu'il veut. Ça veut dire que à un moment ou à un autre, on peut toujours tomber sur un dirigeant qui souhaiterait faire des choses au travers, ou en tout cas en travers des règles. Et les États-Unis, moi je tire la leçon que ce pays a eu l'occasion de forger des institutions qui sont extrêmement solides, parce que les institutions ont su résister à l'homme le plus puissant du pays, c'est-à-dire le président des États-Unis. Et c'est cela qu'il faut voir. Et tout ce que le président Trump a pu faire, le refus de reconnaître la victoire, tout cela, c'est le comportement d'un homme. D'un homme, certes puissant, mais c'est le comportement d'un homme, avec ses travers, avec ses faiblesses. Mais face à cela, face à cet homme puissant qui fait les choses de travers, eh bien, il y avait en face les institutions. Et les institutions ont montré leur efficacité, leur solidité, ce qui a permis aux États-Unis de ne pas connaître des situations comme dans nos pays, malheureusement. Dans nos pays, je n'ose même pas imaginer comment les choses auraient pu se passer. En tout cas, ça se serait passé comme ça a l'habitude de se passer au Togo. C'est clair que la situation telle que c'est vécu aux États-Unis, elle ne se serait pas produite dans nos pays, puisque dans nos pays, celui qui organise traditionnellement les élections, il ne les perd pas. Donc, Donald Trump, c'est lui qui est au pouvoir et qui est en train de perdre l'élection. Oui, c'est en cela... Ou qu'il a perdu, oui. Oui, c'est en cela qu'on voit l'efficacité des institutions. Ce sont les institutions qui ont bien fonctionné. Si vous voyez même son vice-président, Mark Pence, il a eu
tout en étant solidaire avec son président, le vice-président, à respecter les textes jusqu'au bout. Et il a encore déclaré récemment qu'il sera présent à l'investiture du président Joe Biden. Donc, ce sont les hommes qui peuvent chercher à travestir les lois et les us et coutumes, les pratiques en vigueur, mais il faut toujours que les institutions et les hommes qui animent ces institutions, et c'est ça qui est très important également, que les hommes et les femmes qui animent ces institutions puissent les animer avec beaucoup de dignité. Et là, ça me ramène un peu dans notre pays. Je fais une parenthèse rapide sur le système judiciaire au Togo. Tous les textes qui régissent le Togo indiquent que le système judiciaire togolais est un pouvoir à part entière et qu'il est libre, et les magistrats sont libres d'exercer leur métier en toute liberté et conscience. Mais dans la pratique, qu'est-ce qu'on voit? Ce n'est pas le cas. Donc, oui, il y a les textes, mais il y a également la manière dont les hommes qui incarnent ces institutions et travaillent à la tête de ces institutions. Quand vous évoquez les hommes, la question finalement c'est que c'est plus une question de système politique, de continent, ni de peau, c'est finalement une question d'individu. Parce que c'est en Afrique que traditionnellement les chefs d'État ont des comportements relativement, quand on fait la comparaison avec ce qui arrive aux Américains, Donald Trump serait africain que... je sais pas, on se moquerait de plus en plus. Ben, écoutez, moi, en me référant à ce fameux coup de fil qu'il y a eu entre le président Trump et le secrétaire d'État de l'État de Géorgie, et parlant de 11 700 chercher des bulletins et dont il avait besoin pour gagner, eh bien, c'est surréaliste comme discussion. Où on voit le secrétaire d'État, tout en étant embarrassé, mais dire les choses telles qu'elles étaient. Mais je me suis dit, waouh, imaginons, transposons les choses au Togo. Et où je vois le chef de l'État togolais, Faure Gnassingbé, qui appelle le président de la CENI, lui disant, trouvez-moi des voix pour que je gagne l'élection, et que le président de la CENI lui dise, non, monsieur le président, parce que c'est comme ça qu'il appelle, je ne peux pas parce qu'il n'y en a pas pour vous. Écoutez, pour le moment, pour nous, c'est le rêve. Oui, c'est clair aussi qu'il ne faudrait pas exagérer les comparaisons. Et c'est pas un siècle, c'est pas 2 siècles de pratique quand même dans ces pays. Au Togo, tout ça a commencé il n'y a pas très longtemps. Donc, oui, vous savez, vous ne pouvez pas, excusez-moi, M. Atiobé, oui, allez-y. Excusez-moi, M. Atiobé, vous ne pouvez pas faire ce type de comparaison parce que c'est la volonté politique avant tout. Ce que les États-Unis ont fait en plus de 2 siècles, eh bien, un pays comme le Togo, qui a à peine 8 millions d'habitants, aurait pu le faire en 30 ans. Parfaitement. C'est simplement parce qu'il y a une absence totale de volonté politique ou plutôt une féroce envie de conserver le pouvoir qui fait que l'ouverture n'est plus d'actualité, on ferme tout, on ne veut pas s'ouvrir, on ne veut pas faire de concessions, et tout pour soi et rien pour les autres. Eh bien, quand c'est comme ça, le pays peut rester 1000 ans, hein, ça n'évoluera pas. Ce qui s'est passé aux États-Unis, est-ce que ça ne va pas renforcer les argumentaires, les discours dans un certain nombre de pays comme la Russie, la Chine, même dans plusieurs pays africains? Bon, ça c'est une lecture, je dirais, sur un angle qui pourrait avantager ces gens-là. Mais justement, c'est sur cet angle-là. Oui, mais en réalité, ce n'est pas ça le vrai sujet. Le vrai sujet, c'est le comportement des institutions. C'est à ça qu'il faut revenir. Si vous avez un malfaiteur qui pose des actes, eh bien, l'être humain, il n'aime pas vivre sous la loi. Hein. C'est pour ça qu'il y a des lois. Parce que l'être humain, c'est quelqu'un qui veut faire ce qu'il veut. Eh bien, quand il pose l'acte, c'est la manière dont les institutions en face réagissent. C'est ça qui est déterminant. Et c'est ça qui doit être l'angle de lecture. Comment ont fonctionné les institutions? Et là, on verra que les institutions américaines sont sorties glorifiées, renforcées, parce qu'elles ont été solides, elles ont été animées par des gens
qui croient en ce qu'ils font, qui respectent le serment qu'ils ont fait, et c'est ça qui est important. Donc, une fois que la société arrive à bâtir un socle institutionnel qui est robuste, eh bien, il est difficile de le faire chanceler, et même si une horde de personnes envahit un bâtiment aussi prestigieux que le cœur du pouvoir américain, eh bien, les institutions tiennent et montrent que c'est dans ce sens qu'il faut aller, renforcer les institutions et non se donner à soi une force qui disparaîtra avec votre propre disparition. Vous avez évoqué les institutions, vous avez évoqué également les personnes qui les incarnent. Quand vous prenez un pays comme le Togo, nous avons également les institutions, nous avons les personnes qui les incarnent. Qu'est-ce qui fait que ça ne marche pas forcément à tous les coups dans notre pays? Pour répondre à la question, je vais vous raconter une anecdote où je discutais avec quelqu'un et il me parlait du corrupteur dans les administrations. Donc l'usager qui vient pour faire des documents et qui se sent obligé de donner de l'argent aux préposés pour que son travail se fasse rapidement. Et on l'accuse de faire de la corruption. Bon, ok, très bien, on peut prétendre cela. Mais le problème, il est mal abordé de mon point de vue. C'est parce que l'usager sait qu'un système est instauré. Et que s'il ne posait pas cet acte-là, ben, il serait victime du système qui est posé. Donc, il ne fait que rentrer dans le système et fonctionner selon les règles du système imposé. Donc, en fait, ce que je veux dire par là, c'est que on doit nécessairement se donner les moyens de consolider nos institutions pour que nos institutions nous protègent tous. Ce sont les institutions qui protègent les citoyens, y compris les gens qui détiennent le pouvoir aujourd'hui. Les institutions étant faibles, eh bien, ils sont tout autant exposés que n'importe quel autre citoyen togolais. Aujourd'hui, sont-ils peut-être un peu mieux protégés parce qu'ils sont détenteurs d'un pouvoir, mais le pouvoir est toujours passager. Et un jour ou un autre, d'une façon ou d'une autre, ils en seront dépouillés. Et en ce moment-là, ils seront face et nus à cette institution, à ces institutions qu'ils ont passé le temps à fragiliser. Nous avons donc tous intérêt, y compris ceux qui ont la responsabilité de conduire le Togo aujourd'hui, nous avons tous intérêt à construire un État solide avec des institutions solides qui nous protègent tous dans nos droits et dans nos devoirs. Nous évoquons la situation des États-Unis, mais aujourd'hui, au moment où nous évoquons cette situation, globalement, au-delà du Togo, dans la sous-région, il y a des inquiétudes, des signaux qui sont envoyés, notamment par plusieurs capitales. Ces inquiétudes-là révèlent qu'il y a encore du travail à faire au niveau de l'Afrique de l'Ouest. Oui, l'Afrique de l'Ouest est tirée vers le bas par mon pays, malheureusement. Parce que depuis 30 ans, tous les autres pays ont fait des pas en avant, plus ou moins. Et le Togo a été le seul qui s'est arc-bouté sur sa position, droit dans ses bottes. Et aujourd'hui, on constate que son expérience tire l'ensemble de la sous-région vers le bas. La Guinée, qui est intervenue dans le conflit togolais, eh bien, a travaillé dans ce conflit à son propre bénéfice. L'Ivoirien qui est venu aussi en pompier au Togo, on se rend compte qu'il a travaillé à saper les choses au Togo pour son propre bénéfice parce qu'il voulait reproduire les mêmes modèles. Et c'est pour ça que le président guinéen, Alpha Condé, n'a pas hésité à dire « Mais pourquoi on me reproche moi un troisième mandat? Il y en a qui font 4 déjà. » D'accord? Donc, oui, la sous-région est en train d'être est dans une reculade de la démocratie. Les droits et les libertés sont de plus en plus restreints. Mais il y a quand même des lueurs d'espoir. Et c'est sur ça que je voudrais davantage insister, parce que un pays comme le Burkina nous a donné un bel exemple d'élection qui a été organisée, où les autres candidats sont venus féliciter le vainqueur. C'est encourageant pour cette toute jeune démocratie. C'est un jalon essentiel qui vient d'être posé. Il y a également le cas du Niger avec le président Issoufou qui nous a montrer qu'on peut être capable de
refusé de forcer le destin en modifiant la Constitution pour se maintenir au pouvoir. Et il a résisté à toutes les tentations, et Dieu seul sait qu'il y en a eu. Et ils sont même allés au-delà pour nous montrer la voie du deuxième tour en Afrique de l'Ouest, ce qui est ultra rare de nos jours. Donc oui, il y a des frémissements, il y a encore de l'espoir, même si le Ghana, à côté, qui jouissait d'une bonne réputation de démocratie depuis 20 ans, et vient de connaître en 2020 enfin 2021 là, et vient de connaître une élection qui, ma foi, a un peu terni l'image des pays démocrates et de référence dans la sous-région. Mais enfin, de manière globale, il y a eu de la reculade, mais il y a encore de l'espoir sur certains aspects. Merci beaucoup. Nous venons de passer 45 minutes avec vous, Nathaniel Olympio. Je rappelle que vous êtes le président du parti des Togolais et que les Togolais, certains qui sont en ligne, vous poseront des questions dans un instant. D'autres Togolais qui, eux, nous regardent à travers le monde, grâce aux réseaux sociaux. Ceux-là également peuvent laisser leurs commentaires et analyses. Nous allons les soumettre à notre invité. Les numéros 96 50 34 37 et puis 70 43 09 70. Nous commençons cet exercice avec les auditeurs. Allô? Allô. Bonjour. Bonjour. C'est Pelé? Comment vous allez? Oh, très bien. Je vous souhaite une bonne année. Oh, merci à vous. Bonjour, Président. Bonjour. Oh, d'abord, moi, je vais te demander d'abord où est-ce qu'on peut trouver M. Alberto Olympio. Les Togolais ont besoin de lui. On a besoin de savoir comment on peut l'espérer. Où en est-il pour son dossier judiciaire? C'est la première question. Donc, deuxième question, je voudrais aller vers M. Pierrot pour lui suggérer ou bien faire une proposition pour leur émission, pour que cette émission soit un peu contradictoire pour cette année, pour c'est-à-dire on observe ou bien on écoute des débats contradictoires, quoi. Parce que je pense qu'avec ça, ça peut évoluer ce peuple togolais. Parce qu'on voit seulement l'opposition vient parler. Et l'opposition bavarde en l'air seulement. Et ceux qui le dirigent, ils sont là et ils nous regardent faire. C'est-à-dire le tien à boire la caravane passe. Il faut faire l'effort pour que ces gens viennent parler. Ou bien dans l'opposition même. Parce que l'opposition, elle peut compétir entre elles-mêmes. Cette compétition-là, il faut qu'elle vienne, il faut que les gens viennent pour voir des débats contradictoires, ce qui se passe entre l'opposition elle-même. On veut en savoir. Moi, c'est ma préoccupation de tout à fait. Bien, merci beaucoup, Pelé, pour votre intervention. Réaction? Alberto va très bien. Évidemment, il n'est pas très heureux que l'on l'ait poussé à l'extérieur du pays, mais le dossier judiciaire qui a été fabriqué de toutes pièces sur son dos, on en a largement parlé. Et je ne sais pas ce que le régime togolais fait encore aujourd'hui autour de ça. Je sais qu'il y a déjà 4 ans, un mandat d'arrêt international a été lancé contre Alberto. Bon, est-ce qu'il est exécuté? Bon, j'en sais rien. Mais tout ça, c'est encore les farces de notre appareil judiciaire. Et ce qui importe, visiblement, le régime, c'est de pousser à l'extérieur les gens qu'il considère comme embêtants. Et il y a un certain nombre de Togolais, acteurs politiques, qui sont ainsi poussés à l'exil pour les raisons que je viens d'évoquer. Oui, la deuxième partie de l'intervention de l'auditeur concerne l'émission D12 version contradictoire. En réalité, c'est notre vœu également. Et vous savez que la démocratie se nourrit de débats contradictoires, mais malheureusement, je ne vous apprends rien qu'il est difficile pour l'instant d'avoir des débats de ce type dans nos stations radio et télévision. C'est aussi le degré atteint aujourd'hui par la démocratie togolaise. Son niveau ne permet peut-être pas encore à ce que des
les acteurs de plusieurs courants de pensée et viennent débattre d'un sujet qui nous concerne tous. Il est même difficile, et ça aussi, les auditeurs, ils sont conscients de ça, qu'il est rare d'avoir les représentants du parti au pouvoir dans nos différentes émissions, y compris également les membres du gouvernement. Donc, nous, ce qui nous concerne, nous attelons à les faire venir dans nos émissions, puisque en réalité, c'est cela qui fera le charme de la démocratie togolaise. Si on continue par recevoir les dimanches rien que les acteurs de l'opposition, et c'est vrai que ça donne une pâle figure à notre démocratie, tout simplement. Eh bien, moi, j'ajouterais que pour que ce type d'exercice puisse se mettre en place, il faut que au sommet de l'État, on donne l'exemple. Vous imaginez, vous, aujourd'hui, que le chef de l'État accepte de rentrer dans un débat contradictoire avec son opposition? Et quand il refuse obstinément de s'adresser aux journalistes, vous voyez, M. Pelé a soulevé un point, mais qui va largement au-delà de la question telle qu'il l'a exprimée. C'est le fonctionnement de notre État, même qu'il a évoqué dans cette question qui semble anodine. Deuxième auditeur après Pelé, allô? Bonjour. Oui, vous êtes en direct. Comment vous allez? Je vous souhaite une bonne année. Bonne année à tout le monde. Je salue notre invité. Bonjour. Chaque fois sur les médias, on occupe nos politiciens. Et depuis 30 ans déjà, bon, nous n'avons pas encore réussi la liste. Est-ce que nos opposants de l'opposition connaissent réellement le problème qui mine le Togo? Parce que dans tout côté, bon, le président lui-même a parlé, il a dit c'est pas capable, il a dit qu'il faut limiter les mandats, rien n'est respecté, les journalistes qui sont tapés, les politiciens, eux-mêmes, ils se lancent des flèches, et bon, après, chaque fois, ils viennent sur les médias, bon, sachant bien qu'il ne peut pas être fini, mais parle de la même lutte. Bon, je voudrais savoir, est-ce que réellement nos politiciens connaissent réellement le problème qui mine le Togo? Javagos. Alors, Oui, vous connaissez ce problème? parce que moi, je suis Togolais. Oui, mais en fait... C'est eux qui prennent le devant de la scène. Mais eux-mêmes, ils se lancent des flèches. Le peuple est là, le pouvoir le fait ce qu'il veut, et les journalistes aussi lancent des flèches. Est-ce que vraiment, quelle explication peut vous nous donner? Bien, merci. Mais merci, Javagos, on a noté. Sur cet aspect qui est devenu viral, notamment sur les réseaux sociaux, cette guerre que se font les acteurs politiques par militants interposés, cette guerre-là, est-ce que vous la comprenez? Écoutez, d'abord, moi je suis relativement récent sur la scène politique. J'ai commencé en 2014. Et quand je regarde un peu les archives depuis 90, ce que vous évoquez aujourd'hui ne semble pas être un phénomène nouveau. Et la différence fondamentale, c'est l'apparition des réseaux sociaux qui amplifient le phénomène et qui donnent la voix à tous les militants de pouvoir s'exprimer. Et donc, on se rend effectivement compte de la présence de ce phénomène-là. Mais si vous regardez les résultats que l'opposition a produits depuis 30 ans, vous allez vous rendre compte que, en fait, ces résultats sont ce qu'ils sont parce que justement, cette guerre que vous évoquez n'a jamais été absente du paysage politique togolais. Et c'est fort dommage que ça fonctionne ainsi parce que nous avons finalement, et c'est la lecture que je fais de la chose, nous avons depuis 90 opté pour la lutte électorale pour conquérir le pouvoir et changer les choses. Ça a été la démarche de l'opposition depuis 1990 et c'est pour ça que l'opposition s'est toujours organisée pour aller aux élections.
Eh bien, cette approche, de mon point de vue, a marqué ses limites et son incapacité à produire les résultats attendus. C'est pour ça que nous devons faire tout ce qu'il faut pour extirper de nos rangs les facteurs de division. Et l'élection est un grand facteur de division au sein de l'opposition. L'élection de 2020 vient encore de le confirmer. Et c'est depuis cette élection qu'il y a cette déchirure fraternelle. Est-ce que quelque part, c'est sociologique ce qui se passe? Parce que, je vous raconte cette anecdote, je tentais dans un groupe WhatsApp de mettre fin à cette division, et il y a certains qui n'ont pas compris, qui n'ont pas apprécié cette tentative de faire arrêter ce débat depuis un an. Les gens qui s'insultent à longueur de journée et qui n'apportent, pour moi, à mon point de vue, qui n'apportent pas grand-chose au débat public. Non, ce n'est pas sociologique, pas du tout. Si ça l'avait été, vous verrez au sein de la société le même type de phénomène. On ne voit pas ça au sein de la société. On voit simplement quelques personnes sur des plateformes s'agiter de cette façon. Mais au-delà de ces quelques personnes, on voit bien que ce sont les leaders eux-mêmes qui incarnent ces choses-là, d'une façon ou d'une autre. Et donc, je pense, et je termine là-dessus, si vous permettez, je pense que le mal togolais au sein de l'opposition est lié à la nature de la lutte que nous sommes en train de mener. C'est pour ça que nous appelons à changer la nature de la lutte. Ça pourrait nous aider à nous débarrasser de cet art. Il y a cette question de Christophe depuis Agoué et la question sur les réseaux sociaux, bien sûr. Quel est le rapport entre le SCRIC et la justice togolaise? C'est la question telle que c'est envoyé. Bon, je pense qu'il n'y a pas de comparaison à faire. D'un côté, nous avons la justice, l'appareil judiciaire, et de l'autre côté, nous avons un service d'investigation tel que son nom l'indique. Donc, ce sont des acteurs complémentaires dans le traitement des délits et des crimes, mais chacun a son rôle. Téléphone. Allô? Allô, bonjour. Allô? Allô? Bonjour. Bonjour. Oui, votre nom? Rodrigue. Oui, Rodrigue, bonne année. Réservé à vous également. À tout le personnel de Pyramide, qu'il en soit beaucoup de santé surtout, et beaucoup de bonheur. Bien, merci. Allez-y. Oui, je salue l'invité. Bonjour. Je l'ai suivi d'une manière très religieuse. D'abord, Primo, il a parlé de la situation togolaise. C'est un très jeune parti politique qui est rentré dans la danse. On connaît au moment quand son frère est venu battre campagne, il a fait une campagne à l'américaine au stade de Guégué. Ça, c'est vrai. Aujourd'hui, qu'est-ce que lui pense? Suite dans une coalition C14, qu'est-ce qu'il y a bloqué cette coalition? Et pourquoi aujourd'hui ils se sont retirés et que maintenant que M. Nathalie Olepio, que je respecte beaucoup, vient aujourd'hui sur les antennes pour nous parler. Secondo, je voulais intervenir sur cette histoire des États-Unis. Entre guillemets, s'il vous plaît, M. Donald Trump, c'est un psychopathe. Lorsqu'il nous a traités, des pays africains, comme nous sommes un pays de merde, moi je le dis aujourd'hui, lui, il est un connard. Sincèrement. Parce que quoi? Parce que monsieur, un États-Unis comme ce pays-là, qui souhaite être un pays démocratique, le plus puissant du monde, et puis observer cette situation-là, que nous avons vu la fois passer au niveau du Capitole, mais c'est pas possible. Merci, bonne émission. Oh bien, merci d'être intervenu. Rodrigue, merci. Bah, écoutez, j'ai pas très bien compris la première partie de sa question. Moi-même. C14, j'ai pas très bien compris. Mais ce que je peux dire, c'est que je me suis longuement exprimé sur les ratés de la C14 et le dysfonctionnement qui avait cours. Et je n'ai jamais manqué de donner mon opinion là-dessus. Sur la seconde partie, je dirais que ce n'est pas très élégant
porter des insultes de ce type-là sur un chef d'État étranger, sur les antennes. Mais je comprends ce qu'il a lui exprimer, mais ce n'est pas des choses qu'il faut promouvoir. Bien, merci. Il y a des questions, celle de Romarixon à Logno qui parle des prochaines élections régionales. C'est une question qui rejoint également la question de El Saoud depuis Agoué. Les deux posent la même question. Est-ce que vous allez participer aux prochaines élections régionales? Les élections sont les instruments de régulation d'une vie démocratique. Je dis bien les instruments de régulation d'une vie démocratique. Au Togo, nous ne sommes pas en démocratie, les élections n'apportent strictement rien, quelle qu'elle soit. Non, mais en fait, c'est vrai que votre parti, si ma mémoire est bonne, n'a jamais participé à une élection au Togo. Exact. Est-ce que ça va continuer? Parce que si vous dites qu'on n'est pas en démocratie au Togo, je ne sais pas à quel moment le Togo entrera, selon vous, définitivement en démocratie pour que votre parti puisse décider à prendre part aux élections. Il faut que nous nous battions pour avoir la démocratie au Togo et non pas nous battre pour les élections. Les élections ne sont qu'un aspect d'une démocratie. Les élections viennent permettre le renouvellement ou la relance, la redynamisation d'une vie politique. Mais si nous n'avons pas de démocratie, l'élection n'a pas de raison d'être parce qu'elle se fait selon des règles qui ne permettent pas de respecter le peuple souverain. Et c'est ce qui se passe au Togo. Ce que vous dites ressemble un peu à ce que disent un certain nombre de partis politiques de l'opposition, mais cela ne les empêche pas de prendre part aux élections. Oui, mais chacun a sa lecture et la cohérence de sa démarche. Moi, je ne peux pas dire que l'élection est mal organisée et y participer. Je ne peux pas dénoncer les institutions qui participent à l'organisation de l'élection et venir derrière jouir des résultats que ces institutions prononcent à mon endroit. C'est noté. Pour moi, ma cohérence ne me permet pas de fonctionner comme ça. C'est noté. Nous allons reprendre notre auditeur au téléphone. Allô? Allô? Bonjour. Bonjour, M. Pierrot. Oui, votre nom? Taoufik. Taoufik, et bonne année. Très bien. Bon. On vous écoute, Taoufik. Ouais, c'est bon. Mais, monsieur Inato, qui a qualifié les États africains d'État de merde. Ce qui se passe aux États-Unis actuellement, c'est quoi? Et pour revenir au Togo, est-ce que on nous a dit souvent que la presse est le quatrième pouvoir. Maintenant, qu'un journaliste qui donne une opinion et il est poursuivi de la même manière, d'une manière dure, comme ce que nous avons tous assisté dans cette semaine. Est-ce que la presse est vraiment le quatrième pouvoir? Et pour terminer, l'opposition dans la République togolaise, il est le quatrième pouvoir. Merci. Bien, merci. Nous allons commencer par la première question à propos de la presse. Le quatrième pouvoir, est-ce que vous avez l'impression? La presse togolaise est loin dans son fonctionnement, dans son organisation, dans son potentialité d'être un pouvoir et un quatrième pouvoir dans une république. Et je dois dire que le régime togolais fait tout pour lui couper les ailes, pour l'empêcher d'exercer correctement son travail. Et les mesures d'intimidation auxquelles on assiste aujourd'hui ne datent pas d'aujourd'hui. Vous avez une meilleure mémoire là-dessus parce que vous conservez les archives et les assauts qui sont répétés sur les médias tout au long des décennies. Et ma foi, ce n'est pas de nature à donner à la presse, aux médias en général, le caractère de pouvoir qu'il devait incarner. Donc il y a encore beaucoup de travail à faire de ce côté-là. Et tant que nous n'aurons justement pas de manière systémique une démocratie avérée, eh bien, les pouvoirs seront toujours, les institutions et les différents centres de pouvoir seront toujours phagocytés par l'exécutif. La deuxième partie de la question, je ne sais pas si c'est pour faire rire, l'opposition togolaise, quel pouvoir?
Bah, je pense que poser la question de cette manière, d'abord, l'opposition dans un pays n'est pas supposée être un centre de pouvoir, mais l'opposition togolaise, l'opposition de manière générale est en principe dans un environnement approprié, un environnement démocratique, et doit porter la contradiction et faire ressortir les manquements, faire ressortir ce que le gouvernement en place ne fait pas conformément à ce qu'ils pensent être la bonne voie de gouvernance. Et au Togo, on est loin de tout ça et nous sommes encore dans les prémices à nous battre pour avoir une démocratie acceptable. Ouais, la question de Ben et l'homme Logossou, il s'intéresse à l'avenir de cette opposition justement. Bah, l'avenir de l'opposition, c'est l'avenir que les Togolais veulent bien lui donner. L'opposition, ce n'est pas une entité homogène, monolithique et fermée vis-à-vis de la population. L'opposition, c'est chaque citoyen qui décide de s'engager dans la lutte politique, eh bien, il devient un acteur de l'opposition. C'est ouvert et ce que l'opposition sera, ce sera ce que les citoyens togolais décideront que cette opposition soit. Mais la dernière chose que je voulais dire sur ce sujet, c'est que on jette un peu trop souvent la pierre aux acteurs de l'opposition. Mais ce qu'il faut, c'est ceux qui considèrent que les acteurs de l'opposition n'ont pas les vertus qu'il faut pour incarner cette opposition, eh bien, ou de manière générale la politique, il faut que des gens de vertu entrent en politique pour que les pratiques changent et qu'on ne laisse pas la chose politique entre les mains de gens que l'on considère comme étant peu vertueux. Bien, merci. Un autre auditeur. Allô? Oui, bonjour. Bonjour, votre nom? Comment? Bonne année. Bonne année à vous. Invité, bonne année. Merci. Merci. J'ai une série de questions à vous, une question au DG. Vous avez bien dit tout à l'heure que le pouvoir s'organise, que ce soit la presse, les médias, la justice, à avoir tout pour son compte. Maintenant, j'aimerais savoir qu'est-ce qui oblige l'opposition togolaise aussi de s'organiser de sa manière pour avoir tout à son compte. Deuxième chose, on vient d'augmenter les prix des péages. Quel est votre avis là-dessus? Votre avis sur le vaccin au dépend de la procédure mise en place par les médecins? J'aimerais avoir votre avis sur ces deux questions. Pour le DG, vous vous rappelez, après l'élection de 2022, à peine on a eu certaines interventions du fameux sage, après le jeune Natchaba, quelques trucs de 3 mois, et puis silence radio. Moi, j'aimerais savoir quelles sont les difficultés que vous rencontrez pour inviter le pouvoir à venir discuter. Par exemple, tout récemment, le chef de l'État a fait un discours. En temps normal, si c'est eux qui dirigent ce pays, ils doivent monter sur les créneaux pour débattre sur les grandes lignes de ce que le chef de l'État a dit. Quelles sont les difficultés que vous rencontrez? Bien, merci. Mon cher ami Komi. Le vaccin, bah, écoutez, aujourd'hui, le chef de l'État a fait un discours en disant que les Togolais auront un vaccin au mois de juin, je crois. Il n'a pas donné de nom de vaccin pour le moment. On n'a aucune information sur la manière dont ça va se passer. Et donc, il faut attendre que le gouvernement communique pour que nous ayons des éléments sur les intentions du gouvernement en matière de campagne vaccinale. Le péage, oui, ça c'est un point que j'avais l'intention d'aborder à la fin de l'émission. Et ça a été augmenté dans des conditions qui sont déjà difficiles pour la population, d'autant plus que l'augmentation impacte considérablement. Je crois même que les taux d'augmentation sont très élevés. On est passé de 300 francs à 500 francs par exemple, donc c'est quelque chose de très important.
Moi, j'ai trouvé que c'était d'abord inapproprié compte tenu du contexte, Covid, affaiblissement des capacités financières et augmentation de taxes sur une activité, je dirais, de tout le monde et quotidienne, donc le transport. Et de mon point de vue, la décision, elle a été prise à un très mauvais moment. Mais je ne suis pas surpris parce que si vous vous rappelez, il y a quelques mois en arrière, le gouvernement a fait un recalcul de la base du PIB où on a élargi un peu les choses et j'avais à l'époque dit que attention, ceci va entraîner mécaniquement une augmentation des taxes et des impôts. Eh bien, nous y sommes, ça commence et je pense que cette décisions sont de nature à affaiblir encore davantage la capacité financière de la population. Et quand on augmente les péages, le transport, derrière, c'est par ricochet tous les produits qui prennent aussi un coût d'augmentation. Et ça s'annonce mal pour les mois à venir. Je suis particulièrement inquiet sur ce point-là. Oui, la même question que celle de Tafik, je crois, par rapport au débat contradictoire ou les invitations aux membres du gouvernement à répondre à nos questions. Et nous n'allons pas évoquer toutes nos difficultés. Ici, c'est clair que si vous n'avez pas des ministres dans les émissions, et si vous n'avez pas les responsables du parti au pouvoir, c'est clair qu'il y a quelques difficultés. En réalité, ces difficultés sont expliquées autour du pouvoir comme étant un choix délibéré, un choix stratégique. Et ils ne veulent pas pour l'instant communiquer, et quand ils se décideront à communiquer, ils viendront sans doute dans les émissions de la radio. Néanmoins, nous continuerons, nous, à envoyer nos invitations, à faire passer des coups de fil pour qu'ils répondent à nos invitations, à nos questions. Voilà. Il y a la question de Thompson Adaï. Il a laissé plusieurs questions. La première question, c'est après le vote de restriction des manifestations par l'Assemblée nationale, les Togolais ont-ils l'espoir d'avoir encore cette liberté pour ces revendications dans les années à venir, comme ce fut le cas en 2017? Mais je vais simplement lui rappeler que avant 90, les conditions dans le Togo étaient beaucoup plus draconiennes que ce que nous avons aujourd'hui en termes de liberté. Et donc, la situation difficile du moment n'a pas empêché la jeunesse togolaise de mener les actions qu'il faut pour obtenir quelques pans de liberté. Donc, oui, ces manifestations vont revenir d'une façon ou d'une autre, de toute façon, avec ou sans l'accord du régime, parce que un peuple qui est à bout, à un moment donné, eh bien, on ne lui laisse pas d'autre choix que de déferler dans la rue, et ça ne manquera pas de revenir. Et il faut aussi souligner que le pouvoir aujourd'hui a l'impression que il a complètement laminé l'opposition et qu'il n'a plus de capacité à s'opposer à ce qu'il fait, à ses décisions. Alors, ok, qu'il continue de jouir un peu de cette liberté de décision sans opposition, mais l'opposition travaille et réfléchit pour trouver la meilleure voie de lutte qui s'impose à nous aujourd'hui. Sur le même registre, la question de Thomson, il a laissé une deuxième question par rapport aux dernières discussions qui ont eu lieu au ministère de l'administration territoriale. Il a dit que votre parti a été invité, mais je crois que votre parti n'a pas été invité à cette discussion. Exact. Vous n'avez pas été invité? Non. Ok, donc cette question ne se pose donc même pas. Nous allons retourner au téléphone. Allô? Bonjour. Bonjour. Oui, votre nom? Allô? Oui, votre nom? C'est Bozambo. Oui, Bozambo, comment vous allez? Bonne heureuse année à vous. Merci. À tous les Togolais. Merci beaucoup. Vous êtes à l'antenne. Votre question. Bonjour à notre invité. Bonjour. Et bonne heureuse année à vous. Merci. Dans ce pays, on sait que vous êtes un acteur politique. Moi, je suis un citoyen togolais. Mais si on passe sur les médias,
il me semble que vous ne vous écoutez pas. Et ça veut dire que le peuple togolais veut que tous les opposants soient unis et faire face à une seule partie comme unie. Mais les partis, je l'explique, les partis politiques au Togo, les opposants, sont devenus comme les opposants à eux-mêmes. Ce qui est nécessaire devant eux, il fait d'autres, il s'insulte, il donne la voix aux quelques personnes ainsi sur les réseaux sociaux. Il faut que vous appelez vous-même, vous les leaders, et soyons unis dans un coin et sauver le Togo. Et aller dire pardon au peuple togolais et revenir et faire la politique. Si quelqu'un parmi vous en train de l'indiquer, et comment vous allez sanctionner derrière lui et vous allez corriger ça, ça peut sauver le Togo. Et vous êtes là en disant que nous sommes des opposants et vous colorez entre vous, le peuple ne peut jamais sauver. Et ma deuxième question, nous sommes tous des Togolais. Il n'y a pas de... Les journalistes voient quelque chose, s'ils disent, on le poursuit. Et nous les auditeurs aussi, si on voit quelque chose, on le poursuit. Donc on dit la liberté d'expression. Liberté d'expression, ça veut dire quoi? Donc je veux que vous avez m'expliquer comment, si quelqu'un, on va auto-programmer pour qu'on dit que j'ai oublié le nom là. Donc on vous arrête en route comme ça. Comment on peut faire sortir dans tout ça là? Donc, on a noté, Bozambo, on a compris vos questions, notamment la première question sur ce qu'on a évoqué depuis le début de l'émission à un moment donné, et les difficultés pour les acteurs et à travers les militants et à taire les égos, à taire les divergences, notamment sur les réseaux sociaux. Est-ce que vous voulez encore ajouter un mot à tout ce qu'on a dit déjà? Je vais simplement lui dire que je suis certain qu'il n'a jamais entendu les responsables du Parti des Togolais ou les militants du Parti des Togolais s'inscrire dans ce type de pratique. Bien, sur la garantie à donner à ceux qui portent des expressions, comment garantir en réalité la liberté d'expression définitivement dans notre pays? Bon, moi, par les temps qui courent et ce que je vois dans le cadre de Covid et ce que je vois dans les comportements et les expressions, pas plus tard que ce matin, si je ne m'abuse, j'ai fait un tweet où je posais la question sur la question suivante: est-ce qu'il faut limiter la liberté d'expression? Je n'ai pas encore de réponse. Et est-ce que la liberté d'expression nous permet de tout dire publiquement ou pas? Je ne sais pas. Je n'ai pas de réponse à cette question. Ça veut dire que nous sommes en train de nous frotter à des concepts qui sont à la fois de grandes vertus, parce qu'on parle de liberté, et en même temps, ces concepts, cette liberté peut être source de graves dérapages qui produisent des conséquences. D'accord? C'est pourquoi, par exemple, la liberté doit être accompagnée de responsabilités. C'est clair que ce n'est pas tout qu'on doit dire sur les réseaux sociaux ou tout simplement, ce n'est pas tout qu'on doit dire. Tout le débat, je dirais même philosophique, se trouve là. Vous parlez de liberté et vous parlez de restreindre la liberté. D'accord? Mais qu'est-ce que vous allez restreindre? Jusqu'à quel niveau vous allez restreindre? Et voilà, c'est ça le vrai problème. Si par exemple vous mettez en difficulté la cohésion nationale, par exemple, si vous appelez à la haine tribale, vous voyez que par exemple le compte Twitter de Donald Trump a été mis sous éteignoir. Alors, parce que vous donnez un exemple où nous sommes tous d'accord qu'il ne faut pas faire l'apologie de la haine en public, d'accord? Mais vous pouvez aussi être amené à traiter des sujets qui sont moins tranchés et que les uns voudraient interdire et que d'autres ne voudraient pas interdire. Donc, ce sont des concepts très compliqués à manipuler, à mettre en œuvre. Et donc, ça nécessite une bonne réflexion au sein de la société
et que ce soit la société dans son entièreté qui finalement décide ça nous acceptons et ça nous n'acceptons pas dans notre société, et c'est ça qui va déterminer la nature de l'exercice de la liberté dans notre pays. Malheureusement, et bien chez nous c'est pas encore le cas, et les choses sont décidées de manière unilatérale et imposées, et ça frappe tout le monde. Sur les questions laissées par les auditeurs, il y a certaines questions qui tendent à savoir s'il y a encore une possibilité d'avoir ce qu'on appelle ici les regroupements politiques, les coalitions, les unités d'action venant de l'opposition notamment. C'est le sens de la question, par exemple, de Kokou qui nous écrit depuis Kégué. Est-ce que c'est encore possible? Absolument oui. Moi, j'ai fait un papier il n'y a pas très longtemps sur cette notion, où je soulignais qu'au Togo, malheureusement, nous avons eu beaucoup de regroupements politiques, mais qui ont été le fait d'une réaction à un événement qui a produit une forte émotion dans le pays. Et le cas de la C14 est emblématique. Donc, il faut que nous sortions de cette réaction d'urgence pour nous précipiter à nous regrouper, pour nous inscrire dans une démarche beaucoup plus rationnelle, celle qui est fondée sur le rapprochement et le regroupement, parce qu'il y a convergence d'idées, parce qu'il y a un concept partagé, une démarche qui est acceptée par tout le monde. Et là, oui, ça peut constituer des fondements d'un regroupement solide. En dehors de ça, la plupart de ce que nous avons fait jusqu'à présent était volatile parce que ne reposant pas sur autre chose qu'un coup d'émotion. Nous sommes en 2021, nous sommes en début d'année. Quelles doivent être les priorités pour le Togo? Ben, les priorités n'ont pas véritablement changé depuis quelques décennies. Hein. D'abord, il faut que nous puissions retrouver la paix dans ce pays. Je dis la paix. Mais pourquoi vous dites retrouver la paix? Est-ce que cette paix, est-ce qu'elle est menacée? Est-ce qu'elle n'existe plus? Elle n'a jamais véritablement existé. Et je vais vous dire pourquoi. C'est vrai que le régime togolais s'est fait le chantre de la défense de la paix dans le pays, mais en réalité, de quoi nous parlons exactement? Je voudrais vous ramener à des propos du secrétaire général de l'ONU qui définissait de son point de vue ce que représente la paix. Et il disait que la paix, c'est quand on n'a pas faim, je paraphrase, la paix, c'est quand on n'a pas faim, c'est quand on n'est pas soumis à la pauvreté, c'est quand on n'est pas opprimé, et c'est quand on a la possibilité de prospérer. Voilà la définition qu'il donne de la paix. Alors, je vous renvoie au cas togolais. Est-ce que nous pouvons dire que les Togolais n'ont pas faim? Est-ce que nous pouvons dire que les Togolais ne sont pas dans la pauvreté? Est-ce que nous pouvons dire que les Togolais ne sont pas opprimés? Et est-ce que les Togolais peuvent s'épanouir comme ils souhaitent, prospérer comme ils le veulent? Je dis non. Et donc, nous n'avons pas de paix au Togo. C'est pour cela que je dis qu'il faut véritablement qu'on retrouve la paix, c'est-à-dire que nous ayons tous ces facteurs réunis et que les richesses du Togo soient au bénéfice inclusif de tout le monde, donc que tout le monde profite des richesses du Togo. Et là, nous allons mettre en place les fondements de la paix. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Donc, c'est la première chose que je souhaite. Ensuite, excusez-moi, nous devons aussi veiller à la santé des Togolais. Nous devons veiller à la santé des Togolais en mettant à leur disposition les outils qui leur permettent d'être pris en charge correctement lorsque la santé venait à défaillir. Et là, je parle de tout notre système de santé, les équipements, la formation, et ce sont les deux choses que j'estime être prioritaires pour ce début d'année. Mais ce que vous dites est peut-être vrai pour certains, mais ce dimanche, quand vous sortez cet après-midi, vous allez longer le boulevard en bordure de mer. Vous allez vous rendre compte que pour un étranger, le Togolais, il est heureux parce que les bars qui sont sur ce côté de la ville de Lomé, ces bars sont bondés de monde. Les Togolais fêtent là-bas. Les Togolais sont joyeux, visiblement. Vous savez que c'est dans les pays les plus en difficulté que les gens sont le plus souvent dans les bars. L'étranger que vous dites, l'extérieur comme vous le dites, n'a malheureusement pas cette perception du Togo. Sinon,
l'ONU ne nous classerait pas parmi les pays les plus malheureux au monde. Et c'est vrai que quand on vient dans le pays, il y a cet accueil du Togolais. Traditionnellement, le Togolais, c'est quelqu'un d'accueillant et bras ouverts à celui qui vient de l'extérieur. Et donc, oui, effectivement, ça peut donner l'impression que c'est paisible parce que le Togolais n'est pas belliqueux, il est dans de bonnes relations humaines avec les gens, mais ce n'est pas cela. Ça n'enlève pas la souffrance que la personne endure au quotidien. Et c'est cette souffrance-là qui lui enlève la paix. Quand il rentre chez lui, il se couche sur sa natte, eh bien, il ne peut pas dormir parce qu'il est stressé, parce qu'il est angoissé, parce qu'il n'est pas en paix en lui-même. Quand on n'a pas cette paix intérieure en soi-même, eh bien, on ne peut pas dire qu'on est en paix. Et la perception que les gens ont de l'extérieur de vous ne reflète pas la vérité de ce que vous vivez vous-même. Vous savez que pour se payer 2 ou 3 bouteilles de bière, il faut avoir de l'argent pour pouvoir le faire. Il faut payer, il faut avoir de l'argent pour pouvoir le faire, mais vous savez que celui qui est démuni, eh bien, le peu dont il peut disposer, et malheureusement, c'est comme ça que ça fonctionne, le peu dont il peut disposer, eh bien, il va noyer son chagrin, il va noyer ses peines dans l'alcool pour oublier tout cela. C'est aussi paradoxal, mais c'est ça le comportement humain. Ça veut dire que quelqu'un qui est arrivé à ce niveau à prendre le peu qu'il a pour acheter une bouteille de bière et se faire plaisir en oubliant les problèmes, eh bien c'est quelqu'un qui est acculé. Je ne sais pas si c'est parce que certains Togolais boivent beaucoup plus, c'est pourquoi ils conduisent mal, notamment sur les nouvelles voies qui sont en construction dans notre pays. Avant d'entrer en studio, j'ai eu le témoignage de cette dame qui a été renversée hier sur la voie Lomé-Vaughan au niveau de Diagle. Les accidents sont fréquents dans ce secteur. Mais comment est-ce qu'on peut laisser faire ces accidents? On en parle tout le temps sur les médias, dans les médias, même visiblement, et on a l'impression que ça n'intéresse pas grand monde. Comme beaucoup de choses au Togo, c'est vrai que ce sujet-là, il est très préoccupant. Et le cas que vous venez de relever n'est pas isolé. On a il y a quelques jours encore parlé de 3 élèves qui ont été fauchés par une voiture où le conducteur était au téléphone. Et je pense que ça fait la une des journaux également. On a souvent parlé du carrefour Todman, qui est un lieu de grands accidents. Beaucoup d'accidents ont lieu là-bas. Et même sur le contournement, vous l'évoquez aussi tout à l'heure, il y a beaucoup d'accidents. Oui, il y a donc beaucoup de facteurs qui concourent à cela. Et il y a l'état des véhicules qui circulent sur nos routes, qui est dû essentiellement à la pauvreté et l'incapacité des gens à entretenir les véhicules parce qu'ils n'ont pas les ressources. Il y a l'état de la route, parce que l'état de la route est dans beaucoup d'accidents. La responsabilité première incombe à l'État parce que l'État n'a pas mis à disposition la route qu'il faut pour que les gens roulent en sécurité. Donc, malheureusement, l'État se soustrait à ses responsabilités et quand ces accidents se produisent, l'État n'assume rien du tout. Tout est laissé à la charge des personnes accidentées. Donc, il y a l'état de la route qui est aussi une cause des accidents. Il y a le non-respect par les usagers de quelques règles de base, comme ne pas être au téléphone alors qu'on conduit, ne pas être en état d'ébriété lorsqu'on veut prendre le volant, et simplement respecter le code de la route. Vous allez voir que aussi bien les automobilistes que les piétons, peu de gens respectent le code de la route. Et les gens qui traversent parfois, c'est quand le feu passe au vert que les gens se précipitent pour traverser en pensant que nécessairement le véhicule va s'arrêter parce qu'il voit quelqu'un passer. Alors que il y a quelques années, moi, je faisais la proposition de construire des passerelles sur la voie de contournement, puisque au niveau de cette voie également, les riverains ont du mal à se frayer leur passage. Est-ce c'est difficile de mettre des passerelles, par exemple, sur ces voies, des passerelles pour piétons? Des fois, on comprend très mal le fonctionnement de nos administrations et on ne comprend pas pourquoi on construit une voie rapide aussi longue et qu'il n'y ait pas, alors qu'il y a des riverains et que les gens doivent passer d'un côté de la route à l'autre côté de la route sans qu'il y ait des passerelles ou des souterrains qui leur permettent de traverser sans être mis en danger. Ça, c'est quelque chose d'incompréhensible.
Et quand vous allez au Nigeria, vous allez au Ghana, vous allez en Côte d'Ivoire, les grandes voies comme ça ont des passerelles à différents niveaux pour permettre cela. Au Togo, eh bien, vous dites que vous l'avez évoqué il y a quelques années, visiblement, les autorités n'ont pas la même lecture et qu'ils voient les choses perdurer dans cette situation avec les accidents et les morts qui arrivent parfois. Tout cela, c'est incompréhensible, mais c'est la réalité au Togo. Nous allons finir donc par vous remercier d'être venu. Merci d'être venu pour cette première émission de l'année 2021. L'émission va être rediffusée tout à l'heure à partir de 19h. Merci à Romaric Freitas pour la mise en onde technique. Moi, je suis Pierrot Atiobé. Le prochain rendez-vous ici, c'est dimanche 12h. Au revoir. Moi qui pensais avoir le dernier...